Guten Morgen und vielen Dank, dass ich in meiner Muttersprache meine Rede halten kann. Just to give you the time to get the translation, because if I may, I will switch to French now. Is it okay? I prefer to be listened and understood, because I have some words to say about this poll. It's okay? So, vielen Dank. Merci à vous, Monsieur le Président Ingo Kramer, toutes les équipes du BDA, pour votre invitation. Et merci, je le dis en français, de me permettre de m'exprimer ce qui est plus précis et clair dans ma langue maternelle. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de rencontrer chacune et chacun d'entre vous collectivement parce que vous représentez une très grande partie de l'économie allemande, qui est l'économie principale de l'Union européenne, du marché unique. Je m'exprime devant vous, bien sûr, comme le négociateur de l'Union, votre négociateur. Je m'exprime devant vous comme l'homme politique que je suis. Et vous avez l'habitude au BDA d'écouter et de recevoir des hommes et des femmes politiques. Hier, j'ai été reçu quelques minutes avant son départ pour l'Afrique par Angela Merkel, et elle m'a dit ses regrets personnels de ne pas pouvoir être à votre rendez-vous cette année. Un homme politique comme moi, qui a été élu pendant près de 20 ans dans une région, la Savoie, dans les Alpes, qui a eu l'honneur d'être membre du gouvernement de son pays à 4 reprises et à 2 reprises membre de la Commission européenne. Et je n'ai rien oublié des contacts que j'ai eus tout au long de ce parcours en France, avec des hommes et des femmes d'entreprise, des employeurs comme vous-même, mesdames et messieurs, ni de mes contacts à différentes étapes avec vos représentants et parfois certains d'entre vous dans mes visites en République fédérale d'Allemagne. Pour beaucoup d'entre vous, dans vos responsabilités d'élus, d'animateurs du dialogue social et de chefs d'entreprise, évidemment, le Brexit est un défi. Il l'est aussi pour moi. Et ce défi fait naître pour chacun d'entre nous une responsabilité individuelle, puisque nous sommes tous co-responsables ou co-gérants du projet européen, mais aussi une responsabilité de se préparer, d'anticiper, de trouver des solutions. Ce défi, il fait aussi appel à notre responsabilité collective. Nous devons être unis, nous sommes unis dans notre réponse au Brexit, pour fixer un cap, pour rester fermes sur des principes auxquels nous tenons et sur lesquels nous avons fondé depuis 1950 le charbon et l'acier, depuis 1957 le marché commun et le traité de Rome, notre projet. Et nous tenons à ces principes au moment de négocier un partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni. Et je pense qu'ensemble, nous avons tous les atouts nécessaires pour relever ce défi. Ensemble, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons construit avec les gouvernements, et notamment le gouvernement allemand et la chancelière, avec le Parlement européen, avec les parlements nationaux,
les partenaires sociaux, une unité très forte qui est faite de dialogue et de confiance dans cette négociation du côté des 27. Et voilà pourquoi nous avons des positions de négociation très claires depuis le début. Ensemble, et depuis longtemps, nous avons une économie robuste et fortement intégrée. Je sais qu'en Allemagne, où je me trouve, 6% de votre commerce de biens et de services a lieu avec le Royaume-Uni et que beaucoup d'entre vous ont des relations extrêmement fortes et quotidiennes avec ce grand pays qui a choisi de quitter l'Union européenne. Mais je sais aussi que 56% du commerce des biens et des services de votre pays, l'Allemagne, se fait avec les autres pays membres du marché unique, 10 fois plus qu'avec le Royaume-Uni. Ensemble, nous avons développé 4 libertés qui sont le fondement du marché unique. La liberté de circulation des hommes et des femmes, la liberté de circulation des services, des biens et des capitaux. Et ces 4 libertés sont indivisibles et indissociables du marché unique. Et c'est cette libération des personnes qui permet notamment la mobilité des talents, des intelligences dont nous avons tant besoin aujourd'hui et la dynamique de nos économies. Ensemble, nous avons et nous garderons un marché unique de 440 millions de consommateurs, 440 millions, de 22 millions d'entreprises, dont les vôtres, qui se sentent comme chez elles dans chacun de nos 27 pays, puisqu'elles peuvent y trouver des financements, trouver des clients et emporter des appels d'offres. Et c'est ce mélange de facilité à échanger, de confiance aussi dans des règles communes, dans un ordre juridique commun, avec au-dessus de cet ordre la Cour de justice européenne, qui fait du marché intérieur, si je puis dire, notre Heimatmarkt. Et ensemble, nous pouvons et nous devons nous appuyer sur ce Heimatmarkt pour mieux réussir dans la compétition internationale, où parfois, vous le savez bien, on espère encore l'Europe, mais où plus personne ne nous attend, et où nous devons faire par nous-mêmes ce que personne ne viendra faire à notre place. Grâce aux normes et aux standards que nous adoptons dans l'Union et qui sont souvent repris dans le monde entier et qui aident nos entreprises à exporter, grâce aux accords de libre-échange que nous avons déjà conclus avec 60 pays et nous continuons à négocier de tels accords, grâce aussi à la taille de notre marché. J'ai eu l'honneur d'être commissaire au marché intérieur et je sais bien pourquoi nous sommes respectés à Pékin ou à Washington. C'est précisément parce que nous avons un marché d'une taille mondiale qui fait de nous un partenaire respectable et utile pour la Chine, les États-Unis ou le Brésil. Mesdames et messieurs, c'est notre responsabilité collective de réussir maintenant cette négociation sur la séparation des 27 qu'a décidé le Royaume-Uni et de bâtir, après s'être mis d'accord sur les conditions de cette séparation, un nouveau partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni. C'est notre souhait, c'est ma ligne. Et pour faire écho à la crainte que vous exprimez entre un cliff edge, no deal, un retrait brutal le 30 mars 2019 et un retrait accompagné d'un accord, moi j'ai fait mon choix. Mon choix est clairement de travailler pour un accord tout de suite sur les conditions de la séparation, un accord sur une éventuelle période courte de transition et ensuite un accord qui demandera plus de temps sur le partenariat futur. C'est notre souhait et c'est ma ligne. Le no deal n'est pas mon option. Et si je puis dire en anglais, the no deal would be a very bad deal. A very bad deal.
Mais pour y parvenir, il y a, trois clés qu'il faut bien comprendre. Et je voudrais vous dire quelques mots de ces clés. La première, c'est de bien mettre les choses dans l'ordre, en commençant par remettre de la certitude, de la stabilité, là où le Brexit crée précisément beaucoup d'incertitudes et même d'angoisse. Notre priorité pour remettre de la certitude, ce sont les citoyens, les hommes et les femmes. 4,5 millions de personnes, 3,5 millions de citoyens européens, beaucoup d'Allemands, qui vivent, travaillent au Royaume-Uni et 1,3 million citoyens britanniques qui vivent, travaillent dans l'un des pays de l'Union européenne. Nous voulons garantir ces droits pour ces hommes et ces femmes, pour leurs familles, les droits qu'ils auront acquis jusqu'au jour du Brexit et garantir ces droits dans la durée de leur vie. Nous parlons des étudiants, nous parlons des salariés, nous parlons des pensionnés ou des citoyens dans leur vie normale avec des questions de portabilité de pension, des questions de divorce, des questions de la vie quotidienne pour lesquelles on a besoin de sûreté juridique. Et cette sûreté juridique, elle passe aussi par l'interprétation cohérente et commune de ces droits par les cours britanniques et par les cours européennes quand il faut aller devant la justice. Voilà pourquoi nous considérons qu'il faut un rôle dans ce système pour la Cour européenne de justice. Ces concepts sur les droits resteront le fondement de la protection des citoyens. Et puis, un deuxième sujet que nous discutons en ce moment et sur lequel nous continuons dans les jours qui viennent à travailler, c'est celui du budget, et notamment du budget pluriannuel, puisque vous le savez, et je veux le rappeler, en Europe, à Bruxelles, notre budget est établi sur 7 ans et non pas sur une année, comme le budget fédéral allemand, ou le budget d'une collectivité ou d'un land, ou le budget de la France. 7 ans, 2014-2020. Et tous les 7 ans, en 2014, les 27 chefs d'État et de gouvernement, M. Cameron, Mme Merkel, les parlements nationaux, le Parlement britannique, le Bundestag, Bundesrat, approuvent ce budget de 7 ans, ce cadre pluriannuel. Approuvent les politiques et approuvent les budgets qui accompagnent ces politiques. Et les Britanniques, le Premier ministre britannique, le Parlement britannique ont approuvé ce cadre pluriannuel. Il n'est pas question que nous payions à 27 ce qui a été décidé à 28 pour cette période. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de revanche, jamais. Vous ne trouverez un tel état d'esprit dans mon attitude, jamais des mots de cette nature. Il s'agit de solder les comptes, comme dans toute séparation. Je n'ai pas personnellement d'expérience en matière de divorce, mais beaucoup de mes amis ont malheureusement cette expérience. Ils m'ont toujours dit que dans une séparation, c'est toujours désagréable et ça coûte cher. Nous sommes là. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on termine cette négociation le plus vite possible sur les conditions de cette séparation pour construire un nouvel avenir. Mais nous devons rendre des comptes justes aux contribuables qui se sont engagés. Et en fonction de cet engagement, je veux rappeler que des milliers et de milliers d'acteurs dans l'Europe tout entière, dans les Länder allemands, des entreprises, des collectivités locales, des agriculteurs, des étudiants avec Erasmus, les universités qui coopèrent, les laboratoires de recherche, ont eux-mêmes lancé leurs propres projets partout en Europe pour cette période de 7 ans, en tenant compte de l'engagement que l'on prenait à leur égard. Il s'agit dans cette affaire simplement qu'ensemble, à 28, nous honorions notre signature. Et je puis vous dire que c'est une question qui est suivie de très près, en particulier
à Bruxelles par le commissaire européen chargé du budget, Günther Oettinger. Et puis, il y a un troisième sujet sur lequel nous continuons à travailler, qui est très sensible, qui est la question de l'Irlande. Il y a 2 endroits en Europe où la décision britannique modifie les frontières. À Chypre, où il y a 2 bases militaires au milieu de Chypre, britanniques, datant d'avant l'adhésion de Chypre et datant d'avant l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, et qui vont rester sous souveraineté britannique. Nous trouverons une solution. Mais la question la plus sensible est celle de l'Irlande, où s'est déroulé il n'y a pas si longtemps un conflit entre catholiques et protestants extrêmement violent. Et la situation est toujours fragile. Un accord a été trouvé entre les différentes communautés, qui se traduit par ce qu'on appelle le Good Friday Agreement. Et ce Good Friday Agreement a construit 132 points de coopération dans l'île d'Irlande entre le Nord et le Sud, entre les différentes communautés, qui vont de la question des produits, des marchandises, de la santé, de l'environnement, de la protection contre les maladies animales, de l'éducation. Et le gouvernement du Royaume-Uni est co-responsable, depuis le début, co-garant de ce Good Friday Agreement, au terme duquel il n'y a plus de frontières sur l'île d'Irlande, entre le Nord et le Sud. Et quand vous êtes en Irlande, vous pouvez traverser une salle comme celle d'aujourd'hui. D'un côté, vous êtes en République d'Irlande, et de l'autre côté de la salle, vous êtes au Royaume-Uni. Très bien quand les 2 pays sont dans le marché unique. Mais après le retrait britannique, décidé par le Royaume-Uni, il y a au milieu de la salle une frontière, en tout cas une limite, qui est celle du marché unique, notre marché unique, et celle de l'Union européenne. Et c'est la décision du Royaume-Uni qui crée cette limite et qui nous oblige, parce que nous le devons aux entreprises et aux consommateurs de l'Europe, à contrôler les produits qui rentrent et qui sortent d'un côté à l'autre. Donc nous devons trouver une solution pour garantir les conditions de la stabilité en Irlande, ne pas reconstruire de frontières dures et en même temps contrôler les produits pour garantir l'intégrité du marché unique. Voilà l'un des défis parmi les autres auxquels nous travaillons. Et je veux dire que sur ces 3 sujets, nous ne sommes pas encore, au moment où je vous parle, au stade que je souhaite de progrès suffisants, de réels progrès suffisants, qui me permettraient, j'espère très vite, la semaine prochaine, de constater que nous avons, sur les grands principes, trouvé un accord à propos du retrait ordonné du Royaume-Uni et de recommander aux chefs d'État et de gouvernement qui se retrouvent à Bruxelles le 14 décembre de constater ce progrès, de me demander de commencer le drafting, la rédaction du traité du Brexit, de décider des autres étapes progressivement, quelle serait la période de transition au lendemain du Brexit et comment se définirait notre future relation. Nous ne commencerons ces discussions-là que lorsque nous aurons trouvé un vrai accord sur de vrais progrès suffisants sur la question du divorce et de la séparation. Et ce point, mesdames et messieurs, il est important parce que c'est aussi une question de confiance. Comment on peut imaginer de construire pour l'avenir une relation solide en matière de commerce, une coopération entre les universités de toute l'Europe et les universités britanniques si nous n'avons pas confiance entre nous, si les signatures n'ont pas été honorées? Pour construire durablement une relation solide pour l'avenir, nous avons besoin de confiance entre le Royaume-Uni et nous, et cette confiance, elle passe d'abord par le fait de solder les comptes et de trouver un accord sur cette première étape.
Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est quelque chose qui vous concerne directement en tant que responsable d'entreprise en Allemagne, c'est l'intégrité du marché unique. Les 4 libertés indivisibles, nos règles communes, nos institutions, nos structures exécutives. Et, mesdames et messieurs, le Royaume-Uni connaît parfaitement les règles du marché unique. Depuis 44 ans, il les a élaborées avec nous, d'ailleurs avec une certaine influence, si je puis dire, tout au long de ces 44 années. Il sait parfaitement, les dirigeants britanniques savent parfaitement qu'ils ne peuvent pas être à moitié dans le marché unique et à moitié dehors. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être à moitié dedans et à moitié dehors. On ne peut pas vouloir mettre fin à la liberté de circulation des personnes, c'est ce que veut le Royaume-Uni, arrêter la libre circulation des personnes, tout en conservant la libre circulation des marchandises ou des services. On ne peut pas vouloir sortir du marché intérieur et continuer à édicter les règles du marché intérieur. On ne peut pas sortir de l'union douanière et vouloir bénéficier d'un commerce sans friction avec l'Union européenne. Ce que je dis là, c'est simplement la traduction mécanique, juridique, d'une décision que les Britanniques ont prise, que nous regrettons, que nous respectons et que nous devons mettre en œuvre. Ils veulent sortir de l'Union européenne, ils sortent en même temps, c'est ce que nous dit le gouvernement britannique, du marché unique, et ils sortent de l'union douanière. Et il est très clair, mesdames et messieurs, que dans ces positions sur le futur partenariat, quand je lis les papiers produits par le gouvernement de Londres, j'ai parfois le sentiment que ce point-là n'est pas bien compris. Et donc, il faut l'expliquer. Quand je lis certains papiers de négociation du Royaume-Uni, je vois qu'ils souhaiteraient, pour conserver les avantages de l'union douanière, répliquer à leurs propres frontières externes le système douanier de l'Union européenne. Ce n'est pas possible, parce que ça reviendrait à déléguer l'application de nos règles, le contrôle de nos règles pour le marché unique, à un pays tiers, alors même que ce pays ne serait pas soumis aux mêmes règles que nous, ni au même contrôle juridictionnel. Je vais prendre un autre exemple qui concerne beaucoup d'entre vous. Nous avons dans ce divorce, dans cette séparation, des points très concrets à traiter, au-delà des citoyens, du budget et des frontières. Par exemple, la question des biens placés sur le marché. Vous produisez des biens, vous allez produire des biens, les Britanniques aussi, avant le jour du Brexit. Et des biens qui vont continuer leur vie après le Brexit. Nous devons trouver un statut juridique pour ces biens qui ont été produits avant et qui vont circuler après. Très bien, j'ai fait un papier avec mon équipe sur ce sujet très particulier. Et les Britanniques aussi. Et je lis dans le papier britannique une phrase qui dit au fond, la solution la plus simple, ce serait d'avoir une équivalence générale, permanente, automatique, entre nos différents outils de certification des produits. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un produit fabriqué en Allemagne ou en Slovénie pourrait demander une certification au Royaume-Uni à une institution que je ne connais pas, qui ne sera contrôlée par personne de l'Europe, puisqu'elle sera dans un pays tiers, et qu'en vertu de cette équivalence générale, le même produit pourrait revenir et être vendu dans l'ensemble du marché unique, sans aucun contrôle. Ça, ce n'est pas possible. C'est la fin du marché unique. C'est la fin du marché unique. Et donc, nous n'accepterons pas. Voilà. Mesdames et messieurs, l'intégrité de ce marché, qui est notre bien commun, notre Heimatmarkt, n'est pas négociable et ne sera pas négocié.
tout simplement parce que ce marché intérieur, c'est l'un de nos principaux biens communs. Voilà le deuxième clé. Et la troisième clé pour réussir, c'est évidemment de bâtir notre partenariat futur avec le Royaume-Uni, et nous voulons un partenariat ambitieux sur une règle du jeu commune, ce qu'on appelle en anglais un level playing field, auquel je sais, je l'ai lu dans vos papiers, le BDA est très attaché, comme chacune des entreprises que vous représentez. Et ce n'est pas si facile, parce que cette négociation, elle sera aussi singulière, extraordinaire de ce point de vue-là. Nous avons négocié dans le passé, mesdames et messieurs, à peu près 30 accords de libre commerce avec 60 pays dans le monde. Le dernier avec le Canada, en ce moment même avec le Japon, et bientôt avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Chacun de ces accords, depuis 50 ans, a été négocié dans un processus de convergence réglementaire. Nous nous sommes rapprochés, nos normes, nos standards, parfois pas comme nous le souhaiterions, pas autant qu'on le souhaitait, mais nous nous sommes rapprochés. Dans le cas du Royaume-Uni, c'est le contraire. Nous sommes totalement intégrés dans le cadre du marché unique depuis 40 ans, et ils vont diverger. Ils ont décidé de diverger, de ne plus reconnaître la Cour de justice, de ne plus reconnaître nos outils de certification et de normes. Et la question qu'on se pose au moment d'évoquer dans quelques mois, j'espère, ou quelques semaines, la future relation, c'est qu'est-ce que devient cette divergence? Est-ce qu'elle est raisonnable? Est-ce qu'elle est contrôlée? Par qui pour respecter le level playing field que nous avons, nous, entre nous, aujourd'hui, à 28? Ou est-ce que cette divergence devient un outil de compétition réglementaire, de concurrence réglementaire sans limite, un outil de dumping contre ce level playing field fiscal, contre les droits sociaux, contre les droits environnementaux, contre les droits des consommateurs? Je n'en sais rien. J'écoute un certain nombre de déclarations, y compris de certains ministres qui nous menacent de créer une sorte de zone de Singapour juste à côté de nous. J'entends le ministre américain du Commerce, M. Ross, il y a quelques jours, à Londres, qui vient dire aux Britanniques qui l'écoutent, qui n'ont pas répondu, si vous voulez converger vers nous, les États-Unis, ou vers d'autres, vous devez diverger des Européens. Et ça, c'est une question majeure pour l'économie de vos entreprises, majeure aussi, mesdames et messieurs, parce que cet accord-là, futur, ce ne sera pas un accord comme le Brexit, ratifié uniquement par le Parlement européen, si je puis dire, et uniquement par le Conseil des ministres européens. Cet accord-là, probablement, il devra être ratifié par les 27 parlements nationaux, y compris le Bundestag, et peut-être même par certains parlements régionaux, comme vous l'avez vu pour le Canada sur le CETA en Belgique. Et donc, il faut faire attention, parce qu'il va falloir que nous puissions répondre aux députés, aux sénateurs, aux consommateurs, aux entreprises, aux BDA. Est-ce qu'il y aura un level playing field? Est-ce que nous pourrons éviter cette compétition réglementaire? Et c'est la question que nous allons poser aux Britanniques dans cette deuxième étape. Vous quittez l'Union européenne, vous quittez le marché unique, vous quittez l'union douanière. Nous le regrettons, mais nous respectons votre décision. Est-ce que vous quittez aussi le modèle réglementaire européen? Est-ce que vous voulez vous éloigner de ce modèle réglementaire, au risque de créer cette compétition que je viens d'évoquer? Et vous voyez bien que cette question est importante parce qu'encore une fois, derrière ce modèle réglementaire européen que nous avons construit et qui est consolidé par la Cour de justice
et par beaucoup d'agences communes, il y a en fait des choix de société. Il y a l'économie sociale de marché. Il y a des choix de protection des consommateurs, de la sécurité alimentaire, de la santé, de l'environnement. Voilà. Je veux dire simplement qu'il n'y aura pas de partenariat ambitieux sans un terrain d'entente avec le Royaume-Uni en matière de concurrence loyale, de contrôle des aides d'État, de garantie contre le dumping fiscal, contre les normes sociales et environnementales. Voilà. Mesdames et messieurs, à côté de notre responsabilité collective, à 27, le Brexit fait aussi naître, pour chacun d'entre nous, une responsabilité individuelle. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le 29 mars 2019, à minuit, 11 heures, heure de Londres, 23 heures, le Royaume-Uni ne sera plus un État membre de l'Union. C'est son choix. Il deviendra un pays tiers. Et donc, quelle que soit l'issue des négociations, et je vous ai dit quelle était ma ligne pour construire un accord, c'est la ligne aussi des dirigeants européens, il n'y aura pas de statu quo. Ça ne peut pas être, après une telle décision qui comporte des centaines de conséquences humaines, sociales, juridiques, financières, techniques, économiques, des conséquences qui n'ont pas souvent été expliquées et qu'il faut bien comprendre, ça ne peut pas être business as usual. Ça ne peut pas. Et juste un exemple, puisque j'ai parlé de commerce, le Royaume-Uni quitte le 29 mars à minuit mécaniquement, automatiquement, 750 accords internationaux. 750 accords qu'il va devoir renégocier en recréant d'ailleurs à Londres des postes de fonctionnaires, une bureaucratie, puisque la bureaucratie bruxelloise, comme on la qualifie quelquefois et qui existe, travaille pour tout le monde. Mais il va falloir qu'ils créent une capacité nationale de négociation qu'ils n'ont pas aujourd'hui, puisque c'est à Bruxelles que les fonctionnaires travaillent pour les 28 pays. Le 29 mars, ils quittent 750 accords, ils quittent tout le corpus juridique des lois européennes, ils quittent également Europol, ils quittent Euratom. Euratom, c'est l'outil commun qui gère pour nous tous les matières fissiles, les matières nucléaires qui sont utilisées dans chaque centrale nucléaire en Europe et dans chaque hôpital en Europe. Mécaniquement, juridiquement, ils ne peuvent plus faire partie d'Euratom. Et ils devront créer, comme la Suisse l'a fait, un outil national. Voilà. Il y a des conséquences, mesdames et messieurs. Et je ne sais pas si on dit ou on a dit aux entreprises britanniques la vérité sur toutes les conséquences concrètes du Brexit, mais invité par le BDA, Monsieur le Président, devant vous, moi, mon rôle, c'est de dire la vérité, toute la vérité, sur les conséquences du Brexit aux entreprises européennes. Et l'une de ces vérités, c'est que la seule combinaison qui permet, comme on dit en anglais, une relation frictionless serait de rester dans le marché unique et dans l'union douanière. Dans toute autre hypothèse, il ne s'agit plus d'être dans le même marché, il s'agit d'organiser la coopération entre deux marchés différents. Le marché unique à 27 et le marché britannique. La seule option pour éviter des frictions serait, sur le modèle de la Norvège, de faire partie du marché unique avec toutes les règles qui s'y attachent, et notamment le respect des 4 libertés, plus, c'est aussi possible, d'y ajouter une union douanière. Dans toutes les autres options, il y a des contrôles ou des frictions. Le marché intérieur
sans l'union douanière, c'est le régime actuel de l'espace économique européen, de la Norvège ou de l'Islande, implique malgré tout un régime de procédure et de contrôle douanier, notamment pour vérifier, ce qui est très important pour les entreprises, les règles d'origine. La situation de la Norvège, c'est d'être dans le marché unique, mais ne pas être dans l'union douanière. Et dans l'autre sens, un accord d'union douanière, sans être dans le marché unique, c'est le cas de la Turquie, ne permet pas non plus la libre circulation des biens, puisqu'il implique des contrôles, des procédures, y compris des contrôles pour vérifier la conformité des produits aux standards européens. Voilà, une relation commerciale avec un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne comporte nécessairement des contrôles et des frictions. Et ces contrôles et ces frictions, nous les avons décidés. Ils ont été adoptés par les parlements nationaux et le Parlement européen, précisément pour préserver ou pour protéger le marché intérieur, ses entreprises et les consommateurs. Des frictions, des contrôles, par exemple, je le dis comme un exemple, des déclarations de TVA, par exemple pour l'importation d'animaux vivants ou des produits d'origine animale. Ça, c'est la sécurité sanitaire ou alimentaire de tous les consommateurs de l'Europe qui est concernée et qui exige de tels contrôles systématiques aux frontières de l'Union. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour se préparer à ces conséquences-là, automatiques, même si nous allons chercher à les réduire dans la négociation, la véritable période de transition, elle a déjà commencé. Elle a commencé depuis le mois de mars, depuis le moment où Mme May nous a envoyé sa lettre pour enclencher le processus de négociation. Et je pense qu'il est très important, non seulement que je vous dise la vérité, comme je le fais en ce moment, mais aussi que chaque entreprise, chaque branche professionnelle puisse méthodiquement analyser avec lucidité son exposition au risque au Royaume-Uni, compte tenu de cette réalité, et soit prête, si c'est nécessaire, à adapter ses circuits logistiques, sa chaîne d'approvisionnement et ses clauses contractuelles. Je vais prendre un autre exemple. Beaucoup de contrats donnent compétence aux juridictions britanniques pour le règlement des différends commerciaux. Jusqu'à présent, les jugements de ces cours britanniques sont automatiquement reconnus dans l'ensemble de l'Union européenne, jusqu'au jour du Brexit. Après le Brexit, il n'y a pas de garantie que ce soit toujours le cas. Il faut se préparer. Il est tout aussi important pour chaque entreprise, comme pour chaque pays, de se préparer au scénario que je ne souhaite pas, qui est celui du no deal et qui impliquerait le retour des droits de douane, selon l'Organisation mondiale du commerce et son régime, qui serait applicable automatiquement au Royaume-Uni, mais qui impliquerait aussi, ce no deal, des procédures et des contrôles aux frontières rigoureusement, sans aucune facilité. Je ne souhaite pas cette option, je n'y travaille pas, mais nous devons la préparer. Nous la préparons au niveau de la Commission européenne avec les États membres et je pense que chaque secteur doit également avoir en tête cette option qui provoquerait évidemment une forte augmentation des frais de transport, de stockage, avec des conséquences très négatives sur toutes les entreprises. Il y en a parmi vous qui travaillent à flux tendu. Voilà pourquoi, je le répète, le no deal, ce n'est pas notre option, mais puisqu'il n'est pas exclu, y compris par certains responsables britanniques, nous devons nous y préparer. Voilà. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de conduire cette négociation dans le cadre d'un mandat très strict fixé par les 27 chefs d'État et de gouvernement à l'unanimité. Je fais très attention au Parlement européen qui s'est exprimé à une très large majorité par des résolutions. Je rappelle que le Parlement européen,
aura le dernier mot sur ce traité du Brexit. Et j'exerce cette mission sans aucune agressivité. Je le répète, sans aucun esprit de revanche ou de punition. Sans aucune naïveté non plus, mais avec le souci constructif de trouver étape par étape un accord tout en protégeant les intérêts des 27 pays de l'Union. En exerçant la responsabilité individuelle ou collective que j'évoquais devant vous au début, je pense que nous nous donnons toutes les chances de trouver ce partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni. Et quand on regarde l'avenir, on ne va pas faire que du commerce avec le Royaume-Uni, même si on fait d'abord du commerce, comme il le souhaitera. On doit faire autre chose. On doit prévoir des coopérations dans un autre cadre juridique, mais des coopérations entre les universités et les laboratoires. C'est l'intérêt commun. Sur l'aviation, il faudra un accord particulier, puisqu'ils ont choisi de sortir du ciel unique. Nous devrons trouver des moyens de coopération en matière judiciaire, de lutte contre la criminalité, le mandat d'arrêt européen. Et puis nous devrons trouver, quatrième sujet, le moyen de coopérer, je le disais ce matin dans une autre conférence à Berlin, en matière de défense, de sécurité, puisque c'est l'intérêt de la stabilité de l'Europe. Mais en renforçant notre unité, à nous, en réaffirmant nos valeurs, il y a une autre conséquence, pour nous les 27, qui est de renforcer ou de réaffirmer notre envie et notre besoin d'être ensemble. Unsere Gemeinschaft, qui doit être le moyen de continuer à bâtir cette Europe, là aussi avec lucidité. Il y a plein de choses à changer dans nos politiques, peut-être retrouver une vraie subsidiarité sur certaines politiques, comme l'a dit Jean-Claude Juncker, s'occuper davantage des grands sujets et un peu moins des petits problèmes. Il y a des choses à changer, mais nous devons, dans les temps qui viennent, nous concentrer sur ce qui compte réellement pour aller plus loin ensemble. Voilà. Et parmi les sujets qui ont été évoqués par la chancelière, par le président français, M. Macron, par le président Juncker récemment au Parlement, il y a l'union bancaire, que j'ai commencé à travailler et à construire quand j'étais commissaire européen, une véritable union des marchés de capitaux pour le financement des entreprises et des projets. Il y a cette Europe globale, Global Europe, qui veut encore ouvrir de nouveaux marchés pour vos entreprises, qui sont parmi les plus conquérantes en Europe. C'est bien connu en matière d'exportation. Je pense à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi d'autres enjeux qui sont de grands sujets. La défense et la sécurité, la gestion commune des frontières. Voilà tout ce qui constitue l'agenda des dirigeants européens à 27. Bien entendu, sur certains de ces sujets, nous devrons trouver le moyen de coopérer avec le Royaume-Uni, mais nous avancerons désormais sans le Royaume-Uni. Voilà. Et tous ces développements montrent clairement quelle est la direction et quel est l'état d'esprit qui est le nôtre, pour reprendre les mots d'Angela Merkel, que j'écoute toujours attention et que j'ai eu l'honneur de rencontrer hier. Die Zukunft der EU ist wichtiger als der Brexit. Merci de votre attention.